Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche avec au sommaire de cette émission dédiée à la littérature, la découverte du roman Réparer les vivants paru chez Vertical en présence de son auteur Maëlys de Kerangal pour une incursion à la fois dramatique et trépidante dans l'univers de la transplantation cardiaque. À Rabat, nous revivrons la toute première édition marocaine du festival littéraire Étonnant Voyageur à travers une galerie de portraits de jeunes auteurs qui incarnent la nouvelle génération d'écrivains marocains. Et puis nous conclurons ce périple littéraire de façon plutôt ludique par l'évocation d'un florilège des expressions préférées des Français. Mais je vous propose d'abord de retrouver notre invité du jour sans plus attendre. Maëlys de Kerangal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de À l'affiche. Votre dernier roman campe le décor du tragique accident de Simon, un jeune homme qui est déclaré en situation, en état de mort cérébrale. Vous évoquez aussi la question douloureuse du don d'organes. Est-ce que finalement la principale difficulté n'a pas été de conférer une portée littéraire et esthétique à un récit qui est essentiellement clinique, bien qu'il commence par une sorte de travelling tendance poétique et littéraire, tragique, cinématographique, de 32 lignes? Alors moi je pense que c'est justement peut-être la possibilité du roman de prendre en charge ces sujets qui sont des sujets douloureux mais qui sont aussi des sujets, les sujets de nos vies, et peut-être de pouvoir les porter, voilà, se les approprier, les recréer, les inventer. Et moi je pense pas que ça a été le travail le plus difficile, n'a pas été de faire de ce sujet, j'allais dire, un roman. Ça a peut-être été, juste au contraire, de conserver la présence quand même de la transplantation dans le roman. Ouais. Alors, le titre est emprunté à Tchekhov, pour ceux qui sont férus de littérature. Enterrer les morts, réparer les vivants, c'est une tragédie un peu dure. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action, compactée en 24 heures, qui n'est pas le temps réel d'une transplantation. Pourquoi? Pour souci de cohérence et de coller à la réalité? Alors, c'est une tragédie inversée, au sens où la mort frappe au début, et puis le livre s'écrit à rebours de la mort et on revient vers la vie. C'est ça, mais en 24 heures. En 24 heures. Alors, c'est un tempo accéléré, mais il y a des transplantations qui peuvent se dérouler sur 24 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un choix irréaliste, ça arrive, simplement ça n'est pas la temporalité la plus courante. Quand le défunt n'a pas laissé de consigne, souvent ça peut se dilater sur 36-48 heures. Oui, parce que tout ce que vous y évoquez est scientifiquement cohérent. Le récit est parfaitement documenté. Le roman, on le sait par tradition, se nourrit du réel. Vous avez emprunté à une expérience personnelle conjointe? Non, mais j'ai quand même... une fois que ce sujet s'est cristallisé, je me suis vraiment dit qu'il fallait quand même mener une enquête et surtout à parvenir à déplier le processus de la transplantation. Oui. Donc saisir un espace-temps et puis aussi toutes les implications légales. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de chaîne, une action en appelle une autre. C'est ça. D'ailleurs, il y a l'un des moments saillants, c'est vraiment l'annonce à l'hôpital, l'arrivée des parents, la décision de faire ou pas le don d'organes. Vous convoquez aussi à travers ce roman des thèmes qui sont liés à la bioéthique, à la métaphysique, à la morale quasiment, et vous soulignez de fait la vulnérabilité de l'humain. Oui, c'est un roman où en fait on perçoit, j'espère qu'il y a quelque chose finalement d'assez poreux entre la vie et la mort, et finalement ces transplantations, ces organes qui migrent d'un corps à l'autre, ils disent ça aussi, c'est-à-dire que, et ça pose beaucoup de questions sur notre rapport au corps. Par exemple, dans la question du don, il y a aussi la question de désacraliser le corps de celui qu'on aime et arriver à se dépasser pour finalement peut-être le donner, c'est-à-dire se hisser au niveau de la communauté, quelque part le remettre au pot commun pour qu'il aille en réparer d'autres, le déprivatiser en quelque sorte. Vous voyez, c'est un enjeu assez fort. On parle du thème de la mort, mais la thématique est développée de manière à ce que le livre ne soit pas morbide. Le chant est omniprésent, c'est l'un des axes centraux de votre narration. Oui, alors parce que d'abord ce livre, moi j'y ai pensé comme à une forme de chanson de geste, au sens où la chanson de geste c'est le récit d'une action d'éclat d'antan, et là pour moi c'est le récit d'un haut fait d'une action d'éclat d'aujourd'hui, la transplantation. Et ensuite ce qui me touche dans le chant, c'est que ça fait affleurer dans le livre un temps où la littérature n'existait encore que sous la forme de chant, dans la tradition orale qui est tapie dans la littérature.
Et ça évoque tout un temps à mon avis, mythique, archaïque, etc., où il fallait que ça chante, il fallait chanter. Et ça a beaucoup compté pour moi, notamment la question des voix. Cet infirmier qui est un chanteur lyrique, qui va chanter à la fin du livre pour donner finalement, pour inscrire le corps de ce jeune homme qui est mort dans un espace de mémoire collective, lui donner une présence. Voilà, le chant tisse tout le livre. Et ce qui est une manière aussi de penser la cosmogonie dans d'autres civilisations. C'est un lien vers le voyage, car ici, sur France 24 et à l'affiche, nous avons proposé une série de plusieurs reportages sur le festival Étonnant Voyageur de Rabat au Maroc, un festival de littérature, puisque nous parlons essentiellement de littérature aujourd'hui. Dernier épisode, si l'on peut dire, la manière dont on peut écrire entre deux langues, entre deux cultures. Gladys Mariva et Georges Yazbek ont recueilli pour nous les témoignages de 3 écrivains marocains. C'est un récit de Noémie Roche. Depuis toujours, Rachid O navigue entre 2 cultures. Celle du Maroc, où il est né et a grandi, et celle de la France, où il vit aujourd'hui. À 43 ans, l'écrivain marocain marche sur les traces de Tahar Benjeloun. Comme lui, il a choisi d'écrire en français. Rachid O a reçu le prix 2013 de la Mamounia pour son dernier livre, Analphabète, un ouvrage inspiré en partie de son histoire. Ce que je veux dire me convient à l'exprimer en français plutôt qu'en arabe, parce que aussi je suis incapable peut-être d'écrire en arabe, en tout cas pas pour l'instant, vu le sujet, les tabous qui est l'homosexualité. Youssouf Amin El Alami préfère lui aussi la langue de Molière, mais l'écrivain a fait le chemin inverse de Rachid O. Après des études à New York, il est retourné vivre au Maroc. De son expatriation, il a gardé un sens de l'ouverture caractéristique de son œuvre. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le monde dans lequel je vis, mon environnement immédiat, mais aussi un monde beaucoup plus globalisé, avec des problèmes qui souvent traversent les frontières. Donc le problème d'immigration, le problème du terrorisme, je me suis attaqué à ces sujets-là dans des romans. Ce qui m'intéresse, c'est de le faire par le biais de la fiction. Poète et auteur de nouvelles, Yassine Adnan a lui le regard tourné vers l'Orient. Publié en Égypte, il écrit en arabe, car c'est dans sa langue maternelle qu'il se sent lui-même. Mais pour lui, ce qui compte, c'est l'émergence d'un nouveau souffle littéraire dans son pays. Je crois que la 2e génération va nous surprendre par de la littérature marocaine, écrite en plusieurs langues, mais on écrit l'imaginaire marocain, on écrit le Maroc, chacun a sa propre langue d'écriture. 3 écrivains et 3 façons de voir le monde. Peu importe la langue choisie pour écrire, tous ont fait du Maroc le personnage principal de leur roman. Une littérature fertile, on reste dans ce giron. Est-ce que vous avez des expressions ou des métaphores favorites? Oui, j'aime bien, par exemple, une expression que j'avais d'ailleurs mise qui ouvrait un de mes romans, qui est quand on est au bal, il faut danser ». Quand on est au bal, il faut danser. En Afrique, il en est une que j'aime particulièrement. Quand on fait semblant de mourir, eh bien, il faut faire semblant d'enterrer. Mais bon, on préférera peut-être, eu égard à la circonstance de votre livre, loin des yeux, près du cœur, car nos confrères de France 2 se sont amusés à compiler les expressions, les formules favorites des Français. Ça vaut le détour. Le point de départ, c'est le résultat d'un sondage commandé par le magazine Du Point. Avoir du pain sur la planche pour vous dresser la liste des expressions favorites des Français. Il y en aurait plus de 10 000. Leur préféré, les chiens ne font pas des chats. Juste devant, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça ne s'arrête pas là. Ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Voilà. Vous l'utilisez souvent? Oui, en ce moment, oui. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Sur le marché de Nice, y a-t-il aussi des expressions locales? Bonjour Pichon, comment va? L'adobe, est-ce que ça veut dire bonjour, comment tu vas petit? Est-ce que l'adobe est cuite? Bon, la daube, ça n'a rien à voir avec la choucroute, car les expressions, c'est du sérieux. La preuve, dans l'île aux enfants. Cher ami, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Oh, pour sûr, mais chat échaudé craint l'eau froide. Elles prennent leur origine dans l'histoire de France et réservent parfois des surprises. Tirer le diable par la queue, ce n'est pas vivre chichement, mais plutôt raisonnablement. C'était finalement aborder les choses prudemment par le côté qui n'était pas dangereux, parce que le diable, on n'a pas intérêt à le regarder en face. Donner de la confiture au cochon trouve son origine dans la Bible. Mettre du beurre dans les épinards date du Moyen-Âge, quand le beurre était un produit de luxe.
Ça met dans la langue de l'imagination, de la métaphore, des images et souvent des éléments qui viennent de la culture et de la civilisation du passé. Donc c'est un peu un conservatoire et c'est un peu une stimulation pour l'imaginaire. Ce n'est pas un hasard si les expressions inspirent les humoristes depuis belle lurette. Se coucher tard, nuit. Ah oui, effectivement. Être qui prête à rire n'est pas sûr d'être remboursé. La conclusion de ce reportage, elle sera signée Pierre Perret. Comme dit ma concierge, où il y a Eugène, il n'y a pas de plaisir. Il y a tout juste 4 ans, avec Naissance d'un pont, vous obteniez le prix Médicis. Sur votre dernier roman, Maëlys de Kerangal, la critique salue la fluidité, le style épuré que vous avez pétri pour magnifier la vie, célébrer la vie, réparer les vivants. Parce qu'on parle de la fin d'une vie, mais c'est aussi l'ouverture vers un espoir, la transplantation pour Claire, oui. 50 ans, qui a une déficience cardiaque. Voilà, et Claire va être réparée au cours de ce livre. C'est un livre qui essaye aussi de saisir ce mouvement. C'est un chant de réparation et c'est aussi un hymne à la vie d'une certaine manière. Pour moi. Bonne chance pour la suite et Merci à très bientôt beaucoup. Pour d'autres aventures tendance littéraire, car c'est déjà hélas la fin de cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On termine avec des images de la première et nouvelle version enrichie des 7 boules de cristal baptisées La malédiction de Raskar Kapak qui paraît plus de 30 ans tout juste après la mort d'Hergé, l'auteur. Avis à tous les fans, un 2e tome devrait suivre.